Le prochain panel parlera des compétences futures recherchées. Et vraiment, dans les compétences, nous avons un consortium d'organisations qui travaillent avec le Centre des compétences futures. Nous sommes bien contents de les avoir ici. Je pourrais vous présenter. Ensuite, vous allez venir ici. Je pourrais avoir un petit roulement de tambour, mais on va animer ce panel. Nous aurons Alex Stevens, directeur des programmes au Centre des compétences futures. Nous aurons aussi Michael Bird, vice-président Conference Board du Canada. Nous avons Karen Myers, présidente et chef de la direction Blueprint. Dr. Wendy Cooker de l'Institut de la diversité. Mark Patterson, directeur général de Magnet. Nous aurons vraiment une belle brochette de présentateurs. Merci Trisha. Bon matin à tous. Et bienvenue. On va reprendre la conférence. Welcome. Alors, nous allons parler. On va regarder les compétences spécifiques qui sont utiles pour notre économie et de plus en plus importantes. Il y a des compétences clés. Et nous avons vraiment des manques à gagner au Canada pour notre main-d'œuvre, tout comme nos systèmes d'éducation qui pourront les livrer à la population. Nous voulons une force de travail résiliente, répondre aux peurs dont la ministre a parlé plus tôt, les menaces existentielles dont elle nous a parlé. Ça représente bien les inquiétudes et les compétences dont on nous parle sont en des réponses. Nous devons répondre aux défis auxquels nous faisons face. Quand je parle d'une force de travail résiliente, on travaille à les bonnes compétences au bon moment, au bon endroit. Ils peuvent connecter avec les opportunités de croissance du moment qu'ils peuvent avoir une combinaison de compétences qui sont de plus en plus nécessaires sur le marché. Et les compétences peuvent avoir une certaine mobilité, adaptabilité nécessaire et même être de plus en plus développé dans un marché qui est perturbé et volatile. On va parler de compétences transversales, de compétences numériques en lien avec l'IA. Et on va parler aussi de compétences vertes. Et pourquoi c'est différent en gamme de compétences. Donc, le Centre des compétences futures et les consortiums et d'autres organisations. Nous savons que les compétences transversales sont importantes. Mais ce qui est important, c'est que ça devient de plus en plus recherché. On sait aussi qu'il y a parfois des problèmes entre ce que les employeurs recherchent et ce que les travailleurs peuvent montrer ou peuvent donner. Et on sait que l'utilisation de l'IA est en augmentation. Il y a encore des changements imprévisibles. On ne sait pas ce que ça va faire avec l'IA sur notre main-d'œuvre. Et des compétences numériques sont peut-être un facteur limitatif pour intégrer l'IA dans notre travail. Et comme Pedro en parlait, notre crise de productivité aussi, les compétences vertes qui sont de plus en plus englobées dans les boulots existants. La demande ne fera que croître. Peu importe la trajectoire que nous prendrons pour réduire notre empreinte carbone. Notre panel va donc parler de ces différents groupes de compétences qui sont de plus en plus recherchés. On m'a demandé par mes collègues du CCF de mettre un peu la table, pour mettre que tout le monde ait vraiment une définition claire de ces trois secteurs de compétences. C'est quand même assez complexe à définir. On m'a demandé de les définir avant de passer la parole aux gens des panels, pour qu'ils puissent les éclairer encore plus, mais peut-être vous avez déjà entendu parler de ces termes auparavant. Peut-être vous les connaissez sous d'autres noms. Dépendamment des contextes et en ce qui concerne les compétences transversales, ça peut se référer à plusieurs ensembles de compétences qui se chevauchent, mais qui ont quand même
une base commune. Pour les compétences transversales, ma définition la plus simple serait que ce sont des compétences génériques qui sont portables, applicables dans différents secteurs d'emploi. On peut les avoir des émotions fondatrices. Donc, les compétences aussi pour le succès. Le cadre de travail, c'est les compétences pour le succès de nos partenaires au gouvernement du Canada, les problèmes de résolution de problèmes, l'attitude positive, l'adaptabilité, créativité, innovation, etc. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça peut se chevaucher, mais ça va pas mal dans le même secteur. En termes de compétences numériques, une définition un peu simple sont les compétences numériques pour opérer un ordinateur. Et comme Wendy l'indiquait, dans son cadre de compétences numériques, il y a différents niveaux. Donc, utiliser Microsoft Office jusqu'à du codage de programmation. Et on commence à voir la littératie numérique de la même façon qu'on voyait le rôle de littératie de base. Non. C'est le même genre de niveau qu'on peut. On peut faire des comparaisons avec la littératie traditionnelle. Et donc des pratiques aussi plus durables, le troisième secteur de compétences, pour la transition vers une économie à plus faible impact écologique. Et inclure des choses, pas une liste exhaustive, mais comprendre l'application de concepts comme le changement climatique, les politiques environnementales, les lignes directrices, les valeurs durables et la comptabilité de l'empreinte écologique, l'empreinte carbone. Ils vont tous interagir avec des emplois techniques et on y arrivera pendant notre panel. Nous allons donc explorer ces différents secteurs de compétences. Quels sont-ils? Quels sont les manques à gagner au Canada? Et nous ferons les liens avec les différents buts et défis du pays. Nous avons donc ce consortium du CCF. Nous avons Dr. Wendy Sukia, qui est professeure. Elle est fondatrice Institut de la diversité à l'Université de Toronto. Nous avons Mark Bartison, donc créateur et directeur général de Magnet, qui est dans l'Université métropolitaine de Toronto. Son équipe se concentre sur comment est-ce que les outils numériques peuvent connecter les gens avec des opportunités et mener à l'innovation de la force du travail. Nous avons Karen Myers aussi, présidente et chef de la direction de Blueprint, qui se spécialise dans l'évaluation de recherche, transformer les données probantes en solutions pour avoir une meilleure politique. Et nous avons aussi Michael Burt, vice-président Conference Board du Canada, qui fait la recherche sur les économies, les tendances du marché, compétences. Je vais donc venir m'asseoir ici. Alors, rapidement, j'ai quelques questions que je vais poser à nos panélistes. Vous aurez environ 5 minutes pour répondre et faire un mot d'introduction. On va garder la conversation bien vivante et on va quand même garder le temps à l'œil. On va commencer avec Wendy. C'est moi de trouver mes notes. Commencer avec Wendy. On parle de compétences transversales, compétences vertes et compétences numériques. Peut-être si on pouvait parler pourquoi elles sont importantes pour les employeurs. Est-ce que tu veux débuter la conversation là-dessus et on va poursuivre? Je crois que les éléments clés ont été mentionnés auparavant à propos de l'importance de différencier entre les occupations, les professions et les compétences et les outils, par exemple. Et comment est-ce que les références professionnelles ne sont pas nécessairement en lien avec les compétences et
de mon point de vue, je crois que le point de départ, et ça revient aussi à l'idée qu'on a besoin d'une combinaison, une variété, une diversité dans la force de travail, dans la main-d'œuvre. Je crois que les ESDC, le cadre pour les compétences de succès, est un bon point de départ et peut-être nous pourrions améliorer quelques éléments, mais combien d'entre vous ont travaillé avec le cadre compétences pour le succès, mais certains d'entre vous, mais pas tout le monde, simplement vous rappeler comment ce cadre a fait. Ça fait quand même déjà un bon bout de temps que c'est sur le marché, donc la partie arithmétique du cadre, qui est très tangible, très rationnel, mesurable. On connaît le PIAC et ses compétences de base que la plupart ont besoin dans la majorité des emplois, le niveau de littératie dont ils ont besoin, le niveau de compétences de communication peut varier aussi, mais je crois qu'on peut s'entendre que la plupart des emplois nécessitent des gens qui peuvent lire et qui peuvent écrire et peuvent avoir une certaine capacité critique. Donc, c'est vraiment les compétences de base. Ensuite, nous avons les compétences numériques qui s'ajoutent. Je crois un des éléments auxquels on voudrait réfléchir ici. Donc, est-ce que c'est suffisamment numérique? On a parlé du vert. Ici, les compétences vertes deviennent de plus en plus importantes. Donc, il y a différentes priorités, mais comme le monde est en flammes, je crois que la plupart des gens pourraient reconnaître le fait qu'on a besoin de prendre l'environnement au sérieux. Et je les mettrais un peu dans la même catégorie. Je l'ai dit auparavant. Quand on parle d'un niveau de base de compétences de littératie environnementale, je crois que les gens doivent comprendre une certaine des choses de base. Et comme en compétences numériques aussi, les gens doivent comprendre des outils de base. Et l'IA aussi. Mais il y a aussi des compétences plus spécialisées, que ce soit dans l'environnement ou dans l'IA. Ça peut être des secteurs d'emploi. Donc, les encres, ou si vous êtes un écrivain, c'est pas les mêmes genres de compétences. Et comment est-ce que vous pouvez faire cadrer les technologies avec leur application? Et c'est là où la connaissance des technologies est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Parce que mener à l'adoption, il faut comprendre la technologie, mais il faut aussi comprendre comment est-ce que les organisations opèrent. Il faut comprendre le comportement humain. Il faut comprendre comment est-ce que les technologies peuvent permettre d'atteindre certains objectifs. Je crois qu'il faut être plus nuancé dans notre discussion à propos des compétences numériques, mais sachant que les compétences numériques en elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour mener à des changements. Et ensuite, vous avez parlé des compétences transversales. Je déteste ce terme parce que les compétences transversales, ça pourrait plutôt dire des compétences difficiles à obtenir, mais je dis de l'expérience. Et on parle ici de communication, collaboration, et on le voit de plus en plus dans tous les emplois. On pourrait dire un plombier doit simplement réparer la plomberie, mais non, il doit travailler avec des clients, il doit parler avec des entreprises, il doit naviguer dans des outils numériques aussi. Il n'y a pratiquement aucun poste où quelqu'un va seulement travailler seul. Il a toujours besoin d'un certain niveau de collaboration, des compétences de communication, encore une fois. Donc, la résolution de problèmes, pensée critique, je crois que c'est plus important que jamais. Mais c'est difficile à mesurer parfois. Il y a évidemment des tests de pensée critique, je les administre, je les gère avec mes étudiants, mais comment est-ce qu'on peut améliorer les facultés critiques ou les facultés de résolution de problèmes? On peut seulement le faire en contexte. C'est pas quelque chose vraiment d'académique, c'est quelque chose se trouve dans l'expérience. C'est une autre chose qu'on peut voir dans l'environnement actuel, ça devrait être au centre. Ce sont les compétences à propos de la créativité et de l'adaptabilité et qui mènent aussi à l'entrepreneuriat. Et je crois que ce cadre est très fort
que vous souhaitiez d'être un plombier, un docteur ou un écrivain, c'est simplement un niveau auquel vous aurez besoin de différentes catégories de compétences. Et il faut reconnaître aussi les différences sectorielles. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur les formations langagières pour les nouveaux arrivants. C'est une bonne chose qu'on pourrait commencer. Je ne peux pas penser à un seul emploi que vous pourriez faire avec qui n'aurait pas une de ces compétences sans les autres. Merci Wendy. Je regarde les questions sur Slido et je suis déjà qui sont d'accord avec compétences transversales. Parfois, le nom est peut-être mal dit. En anglais, on dit compétences douces. On pourrait dire compétences difficiles. Mais maintenant, Conference Board, vous avez fait beaucoup de recherches sur les compétences et les compétences transversales aussi. Est-ce que vous pouvez parler des données que nous avons entre les écarts, les données sur les compétences transversales que les employés ont? Est-ce que les employeurs recherchent? Quel est l'écart et dans quel secteur est-ce qu'ils sont plus recherchés ou les écarts sont plus profonds? Bon, je crois qu'on a déjà nos recherches. On n'utilise pas vraiment ce terme compétences transversales. On dirait social, émotionnel. On dit chaque chaque emploi nécessite ce genre de compétences. Et il y a beaucoup de choses sous-jacentes aussi. Ils sont sous-jacentes à plusieurs applications dans les milieux de travail. Si vous avez de faibles compétences transversales, vous allez avoir de la difficulté à naviguer dans l'environnement. Ça peut être dans une progression de carrière. Quelqu'un qui va progresser plus rapidement. Et s'il ne peut démontrer ses compétences pour pour avoir une position de directeur et tout ça, ça prend des compétences transversales. Et quand on a aussi les perturbations dans le marché de la main-d'œuvre qui ont perdu leur emploi, où il y a des mises à pied majeures, donc quelqu'un qui a plus de résilience, qui a d'une bonne gestion socio-émotionnelle, va pouvoir trouver d'autres options plus facilement. C'est important aussi quand on parle d'adoption technologique. Bon exemple avec l'IA. Utiliser l'IA efficacement, ça nécessite un jugement critique. Ce sont des compétences socio-émotionnelles. Et si on veut utiliser l'IA de façon intelligente et efficace aussi. Et si on a des écarts vraiment dans le marché, certaines recherches qu'on a fait, 1 tiers des pertes économiques au Canada, sont en lien avec ces compétences socio-émotionnelles. Les 3 des 5 sont encore les socio-émotionnelles. La pensée critique, l'écoute active en est une autre. Les employeurs veulent ces compétences. Qu'est-ce qu'ils font à propos de ça? Et c'est là pourquoi c'est très important. Quand on parle avec les employeurs, ils disent souvent, je sais comment former les gens à utiliser technologie, mais je ne sais pas comment former les gens pour avoir de la pensée critique, comme vous disiez dans votre exemple. Et c'est difficile de les évaluer aussi. Dans leur travail, ils ont de la difficulté à former des gens. Ils essaient d'engager pour ça, de recruter pour ce genre de compétences, mais ils ont de la difficulté à mesurer ces différentes compétences. Et quand on regarde le système d'éducation, peut-être qu'ils l'apprennent plus au milieu de travail. Donc, ce qu'on fait dans le système postsecondaire, quand on regarde les programmes, la majorité de ces programmes n'essaient pas d'instiller vraiment des compétences socio-émotionnelles. Certains le font, mais pas tous. Nous sommes dans une situation où on reconnaît leur importance, mais on a des difficultés à les évaluer et comment les développer. Et ces individus, en tant que travailleurs, c'est un peu à soi-même de faire comment est-ce que vous pouvez le faire dans les interactions sociales que vous avez, par le mentorat, et plein de façons de développer cela. On n'a pas vraiment un système clair pour développer ces compétences. Et vous l'avez bien souligné,
On montre vraiment tous les détails de ces différents ensembles de compétences, mais comment est-ce qu'ils sont évalués dans le milieu de travail, comment est-ce qu'ils sont reconnus, comment est-ce qu'ils sont évalués. Donc, Mark Patterson de Magnet. Mark fait des formations sur l'intelligence artificielle. Donc, quelles sont les compétences numériques nécessaires pour les Canadiens? Comment est-ce qu'on peut garder les travailleurs à jour, sachant la tendance à évoluer rapidement du marché? Qu'est-ce que l'expérience de Magnet sur les compétences numériques? Vous avez peut-être remarqué, question de quelles compétences numériques spécifiques seraient vraiment à l'utile pour l'avenir. Donc, mon boulot, c'est de me dire, était de de vous dire quoi étudier pour l'avenir. Il n'y en a rien, on n'a pas cette liste. Il n'y a pas de compétences que vous pouvez aller étudier aujourd'hui qui va vous rendre immunisé pour l'avenir, pour les aléas de l'avenir. Et nous avons une croissance, d'avoir une mentalité pour l'entrepreneuriat, la pensée critique, la curiosité, développer tout ça. On est vraiment sur le thème ici. On parle des compétences humaines, compétences socio-émotionnelles. Il y a des compétences techniques aussi qui peuvent s'ajouter, que vous pouvez étudier aujourd'hui et vont ensuite mener à d'autres compétences qui vont émerger, mais il n'y a pas de compétences aujourd'hui qui vont vraiment vous enseigner ou vous rendre à l'épreuve de l'avenir. Nous devons changer les mentalités et j'ai eu beaucoup de coachs et des gens du postsecondaire. Je trouve que beaucoup de gens vont venir me voir et me dire je veux faire ma maîtrise. Et je dis pourquoi? Ben, ça va me donner ce travail. Non, tu devrais plutôt penser, ça va m'enseigner comment penser d'autres façons, ça va bâtir mes compétences, ça va me permettre d'apprendre. Non, c'est pas une liste de vérification qu'on peut simplement créer un crochet qui va vous donner un travail à la fin. Et je crois qu'on a beaucoup de travail à faire à changer cette mentalité. Je pensais beaucoup ce matin. Je me suis levé pendant la nuit, je me demandais qu'est-ce que je me dirais moi-même quand j'avais 18 ans, sachant ce que je sais maintenant. Et je l'ai fait un peu. J'ai pris quelques notes parce que je pense que c'est pertinent. J'apprendrai les mathématiques, le codage et toutes les programmations derrière l'IA. Je comprendrai l'intersection entre l'énergie et les données, l'algorithme comment est-ce qu'ils peuvent en effet sur un problème et sur un domaine qui me passionne. Et je me concentrerai aussi sur ce que les machines peuvent seulement simuler ou approximer, ce qui est de bâtir la confiance, d'exercer le jugement, l'idée menée avec intégrité et d'être à l'aise avec ce qui nous met dans le malaise. Donc, le changement, l'adaptabilité, c'est la nouvelle réalité. On a parlé beaucoup d'apprentissage à long de toute la vie et on ne l'a jamais vraiment appliqué. On ne les enseigne pas. On regarde toujours la pilule court terme qui nous permet de tout sauver, mais ça n'existe pas. Donc, apprendre profondément, bâtir des choses qui importent. Je travaille avec des gens auxquels je fais confiance, qui me font confiance. Et quand je regarde sur cette pièce, je crois qu'il y a une personne à chaque table que je connais, dont j'ai déjà vu les projets, et ça me donne de l'espoir parce que tout ce que nous devons faire, c'est de venir ensemble, travailler ensemble et collaborer et aller au-delà de nos propres égos, de nos organisations et la compétition que nous avons entre nous et de penser à l'avenir. Je crois que, mon opinion, nous allons par une période de perturbation, mais il y a beaucoup d'espoir aussi. Vous avez parlé dans les discussions à travers les pays, ce que je vois, ce que nous avons entendu parler depuis le début, les gens ont peur et sont excités aussi, en même temps, dépendamment de la perspective. Ils veulent une trajectoire. Une trajectoire, c'est de s'impliquer dans ce qu'on peut faire maintenant. Si j'étais meilleur à bâtir des choses, j'irais dans les métiers. Mais c'est pas
je suis tellement épuisé d'entendre juste donc dire on a le contrôle sur les universités ou les métiers. Non, non, on a besoin de tout ça. On a besoin de travailler ensemble en tant que société. On a beaucoup de défis. L'IA en fait partie, mais on a d'autres défis aussi. Mais l'IA va changer chaque emploi dans tous les secteurs, incluant le secteur des métiers. Donc, nous devrions aussi pouvoir enseigner ceci au niveau de l'IA. Et la dernière chose, c'est l'intuition que j'aimerais mentionner. C'est tout faux, en fait. La rapidité du changement, la vitesse, on pense que les choses changent très vite, non? Ce que je vous garantis, c'est que tous, même moi, nous sous-estimons. Au niveau de la politique et d'autres pensées que l'on met de côté pour l'instant, c'est-à-dire la crypto et NSR. Et au niveau de l'administration trumpiste, et il y a quelques mois, on a dit que je paraphrase, l'IA va être 1 million, beaucoup plus de en fait, pouvoir au niveau de l'administration trumpiste par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire plus puissant? C'est-à-dire l'avancement au niveau des algorithmes, les chips et les centres de données, en fait, qui sont tout à fait sur leur marque. Juste il y en a un, l'interprète n'a pas les données, mais en Ohio, sur 25 000 GPT-4, les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils ne sont pas connectés. Les problèmes, la collaboration, le leadership, c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire, c'est pas l'IA en fait qui est responsable de ça. Je crois que vous avez plus à dire. Peut-être nous allons pouvoir y revenir. Merci beaucoup, Marc. C'est super d'entendre quelqu'un qui nous parle de différentes idées, c'est-à-dire nous en parlions il y a 25 ans, nous disions c'est ça le futur, et c'est comme si nous avons perdu l'idée en fait de l'apprentissage de toute la vie, quoi. Et nous allons travailler en fait des empreintes, comment évaluer les compétences dont nous avons parlé, puis c'est important en fait les trous, je dirais, ou les écarts que nous avons, en fait, ce qui est le plus urgent. Moi, je dirais que je parlerai au niveau des vies, en fait, il y en a plusieurs qui sont ici présents, en fait. Une étude américaine qui vient d'être sortie, un stage par rapport à pourquoi ceci est important. Et donc, en 2025, l'étude dit que 70 millions transition d'emploi via 20 millions CV, 1000 différentes occupations qui donnent des preuves robustes. Nous en avons déjà parlé ici. Les gens qui ont des compétences et le rôle qu'ils jouent avec plus de compétences de base, c'est pas simplement qu'ils gagnent plus, mais au niveau de l'avancement aussi, et ils sont plus faciles, c'est plus facile pour eux de s'adapter au changement. Marc, vous avez dit que tout devient plus numérique, les compétences aussi qui deviennent plus humaines. Nous avons de bonnes nouvelles en termes du travail que nous avons fait au Canada. Ici, grâce à des investissements du centre de compétences, nous avons une meilleure compétence. Comment nous pouvons
construire ceci pour les gens qui ont des barrières au niveau du marché du travail. Il y a des tas d'organisations qui incluent ce genre de formation. Il y en a, ce sont plus des formations de techniques, de compétences, et il y a un momentum, mais c'est un créateur digital canadien qui est ici. C'est vraiment un programme avec une ampleur. C'est fait par rapport à la formation pour les gens qui ont vraiment des difficultés ou des obstacles au niveau de l'entrée sur le marché du travail. Action, apprentissage de connaissances. Un processus par lequel nous tentons de l'évaluer. Ce que ça veut dire, c'est que nous comparons les résultats par rapport aux gens qui participent au programme et les individus avec des caractéristiques similaires qui n'y participent pas. Et nous voyons que les gens qui ont participé ont des gains très importants par rapport aux compétences de base. Et au niveau d'espoir, d'employabilité, motivation, etc., même intelligence émotionnelle. Ceci est associé avec des résultats d'employabilité. C'est tellement important, en fait, par rapport à... c'est un résultat... C'est reconnu, en fait, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est pas simplement au niveau d'avoir de l'emploi, mais aussi de l'avancement, de la résilience et l'habilité de, comment dire, s'adapter aux changements et comment nous pourrions en fait ou donner de nouvelles capacités aux personnes qui en ont déjà, mais les mettre à jour. C'est-à-dire que au niveau technique, s'ils ont des meilleures compétences de base, beaucoup de gens n'ont pas assez de formation, je dirais. Donc, effectivement, il y a peut-être des vides. Ces programmes, souvent, n'incluent pas des formations de compétences de base. Donc, nous voulons aider les gens, en fait, à avoir leurs nouvelles compétences rapidement. Ceci dit, cela crée des défis et c'est pourquoi nous sommes toujours à l'affût et nous apprenons finalement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Donc, au début de leur carrière et au niveau des programmes et des formations, je crois que l'une des choses que nous devons regarder plus étroitement, c'est comment construire au niveau des compétences de base et assurer à ce que nous fassions les choses, qu'il y ait des réseaux, une identité professionnelle, comment nous pouvons l'intégrer dans la formation. Donc, au niveau des statistiques, il y a René Morissette qui a fait une étude. Ses collègues et lui-même ont trouvé qu'au Canada, 6 sur 7 employeurs, en fait, qui ont perdu leur travail autour de la trentaine, ne font rien dans leur première année. Donc, ils ne prennent pas de cours de formation, ils ne cherchent pas de l'emploi, ils ne redébutent pas un nouvel emploi. Donc, on apprend ceci, nous devons le changer et voir quel type de programme, le rôle des compétences de base et de comment nous aider, en fait, donc des considérations importantes par rapport à ce que nous faisons ici au Canada. Donc,
j'aimerais mentionner que Karen en a parlé, mais Serena et des personnes qui font partie d'un programme ici qui sont présents avoir l'opportunité de parler de leur programme. Merci, Karen. En revenant à ceci, les compétences de base, peu importe comment vous voulez les appeler, mais l'interdépendance avec d'autres compétences. On ne peut pas juste former un set. Je crois que il faut parler en fait au niveau de la planification. Quelques questions rapides et vous avez peut-être prendre une minute pour y penser. Où devrions-nous investir aujourd'hui pour s'assurer à ce que les bonnes compétences soient disponibles quand elles ont besoin par les employeurs, employés, etc. 2 minutes par personne pour résoudre tous nos problèmes de compétences ici au Canada. De quelle façon Qui premier? Moi. Nous pensons beaucoup aux différents projets et maintenant et depuis plusieurs années, il y en a 2 significatifs, je dirais. Travailler et apprendre l'apprentissage, mais aussi l'intégrer au travail. Je crois que c'est programmé par rapport à ses compétences. Je ne peux pas donner de détails en 2 minutes, mais c'est là où nous devrions investir pour avoir un impact significatif par rapport aux étudiants et les différents programmes pour les placer. C'est important. Il y en a beaucoup qui sont ici. Je crois que les enseignements, les apprentissages s'appliquent aussi après le post-secondaire de façon plus large pour avoir le plus d'apprentissage et d'enseignement. Je suis sûre qu'il y aura des tests pilotes, n'est-ce pas? Super. Quelqu'un d'autre? Je vais parler peut-être sur la résilience, on en a déjà parlé, c'est-à-dire avec Marc parle du changement, comment en fait on peut parler de ceci, introduire le sujet et vos remarques. Et il y a 20 ans ou depuis 20 ans, elles se sont atrophiées peut-être vos compétences. Alors, comment rester à jour? Ça, c'est important pour les personnes qui ont une carrière active et au niveau éducatif et comprendre qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je peux le communiquer. On a parlé beaucoup aujourd'hui des vides au niveau du secteur de la santé, de la construction, et les statistiques qu'il faut doubler au niveau des soins infirmiers, en fait, des gens qui vont graduer. Beaucoup de choses peuvent être faites pour que les gens sachent que ce sont des opportunités pour qu'ils puissent les trouver. Système d'éducation, vitesse. Si ça vous prend 5 ans pour changer un programme, probablement, en fait, ils seront déjà obsolètes. Et au niveau de la population active et au-delà des suspects habituels, le voir d'une façon différente. Donc, c'est que ça soit au niveau des crédits, des profils et pour répondre aux besoins. Parfois, il faut juste faire la publicité ou peut-être une approche différente, non? Pour les gens. Donc, et au niveau des résultats que nous pourrions obtenir. Il y a une question par rapport aux acteurs et... Karen,
votre organisation est profondément impliquée dans les études, enseignements, ce qui fonctionne et des interventions spécifiques dans ce domaine. Quelle serait votre réponse par rapport à Blueprint? J'ai quelque chose à dire. Reconstruire par rapport au centre et par rapport à ce qui fonctionne, c'est très important de construire avec ce que nous avons et une partie serait de changer de différents projets qui prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'expertise pour construire un bon programme de formation, pour comprendre ce que les employeurs ont besoin, d'avoir des relations avec eux. Ça prend des années. Donc, nous ne pouvons pas débuter quelque chose puis le terminer en 6 mois. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un bon usage de notre temps. Donc, au niveau de ce dont nous avons besoin en infrastructure et comment nous pouvons rester, je dirais, agiles et construire des infrastructures ici au Canada reliées aux compétences. Donc, une attention particulière par rapport au marché du travail et aux personnes qui n'ont pas d'emploi. Et c'est cher, mais il faut être proactif. Donc, il faut ici penser aux activités, donc le input, le output et l'impact, la valeur. Donc, le volume de défis et comment nous pouvons générer de la valeur et le faire de telle façon pour ne pas laisser personne derrière et le mettre en pratique. Aussi, ce que je dirais, je suis très d'accord avec Wendy et si vous pensez par rapport aux conséquences dont on parle aujourd'hui, elles sont par rapport à la structure des compétences vers le succès. Et je crois que ça nous aiderait à construire en fait notre espace et notre structure pour augmenter les compétences, ce que nous voulons par rapport à construire une infrastructure. Merci, Karen. Wendy? Je crois que Michael a parlé de ce que j'aurais parlé, c'est-à-dire une approche de système et au niveau... Nous sommes plus que la somme des parties, n'est-ce pas? Et Karen, c'est des résultats, des marqueurs. Ce que je dirais, COVID a fait que nous, le Canada, les individus, nous sommes passés à travers ce que nous pensions qui ne serait pas possible. Je le dis souvent. Puis, c'est comme si on a glissé en arrière, je dirais. Donc, retourner au travail, les avantages, les désavantages, la flexibilité pour les femmes, les personnes avec des difficultés. Si nous pouvions s'engager pour amener du changement d'une façon sérieuse, avec intention, et utiliser les outils que nous avons. Il y a de la fragmentation, il y a vraiment, désolé, on a dit que on apprendrait beaucoup plus avec un chauffeur de taxi qu'un programme gouvernemental.
Donc, les docteurs, on leur dit qu'on va les aider au niveau du système de santé et on les met dans des programmes personnels. C'est horrible. Il faut s'engager à obtenir des résultats, tels que Karen l'a dit, au niveau des organisations, c'est-à-dire supporter, donner les fonds nécessaires, donner de la motivation, un comportement responsable, collaborer. Si quelqu'un a un bon paquet pour l'IA, nous n'avons pas besoin de 750 variétés. Il faut juste dupliquer ce qui fonctionne. On a eu beaucoup d'infrastructures, mais les pièces ne fonctionnent pas ensemble. Fédéral, provincial, relations, on ne peut pas faire ça. Durant la COVID, nous avons fait des tas de choses que personne ne pouvait faire et il faut reconnaître ceci. C'est qu'au niveau des stéroïdes, il faut du leadership et utiliser les outils qui sont disponibles pour amener du changement rapidement et de façon responsable. Merci. Donc, au niveau de ces défis, le public en a des questions. Je vais en prendre et vous pourriez répondre si vous désirez ajouter. Donc, la première, plusieurs emplois, on ne sait pas ce qui existe dans le futur. Comment est-ce que le gouvernement peut planifier? Est-ce que c'est la bonne question? Je crois qu'à nouveau, il faut repenser à tous nos programmes, s'adapter, résilience, des mindsets. Nous ne pouvons pas prévoir dans 2 ans, vraiment. Je crois que ça ne veut pas dire que, par exemple, coder. Quelqu'un peut argumenter, donc au niveau du seuil, le AI, ils sont meilleurs au niveau de l'humain, mais en fait, c'est un médium à travers lequel nous apprenons, n'est-ce pas? Coding, ça a sa valeur. Il faut avoir ces compétences techniques pour amener du changement dans une organisation. C'est là où, pour la prochaine décennie, il va y avoir tellement d'opportunités à l'intersection des différents domaines, des technologies, de l'expertise pour résoudre des problèmes complexes. Notre système devrait dire, vous n'allez pas prendre cette formation et ça y est, vous avez réussi. C'est une constance au niveau de la carrière dans 12 mois, peut-être même plus. Enseignement, l'enseignement va continuer. Et l'intégrer, enseigner, étudier, intégrer. Donc, il va falloir s'adapter à ceci. Sinon, nous allons avoir un problème au niveau de l'organisation et nous ne serons pas compétitifs ni compatibles. Donc, on ne va pas s'asseoir, nous avons ceci exactement, il faut donner la formation pour ça. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas comme ça. Je crois pareil finalement. Au niveau des compétences analytiques, critiques de base, au niveau de ce que nous avons par rapport aux données probantes, et nous mettons ceci en place. Et au niveau de l'intention, au niveau de la mise à jour des compétences techniques, il faut donner plus d'enseignement, s'assurer à ce que les gens
aient accès pour mettre à jour leurs capacités ou compétences technologiques. Rapidement, la technologie, en fait, va faire partie de la solution. Elle nous dérange en ce moment, mais elle fait partie de la solution future. L'émergence, en fait, de mentorat et autres, et les outils de la façon dont ils sont dessinés, employés, c'est absolument incroyable. Je ne vais pas aller en détail. Au niveau de personnaliser pour les enseignements, conceptualiser, adapter à vos habilités cognitives, c'est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, venez me voir. C'est très excitant. Donc, préoccupation, le système, c'est-à-dire c'est difficile en fait de trouver si l'interprète n'a pas compris. Au Canada, aux États-Unis, il y en a beaucoup au niveau des économies émergentes, mais nous ne les étudions pas parce que notre système résiste. Voilà. Des tas de questions, mais malheureusement, nous n'avons que quelques questions. Wendy, peut-être? Quelqu'un demande au niveau des programmes pour les autochtones, éducation, intention, pour avoir des compétences au niveau émotif, émotionnel. Je crois que c'est très important. Lorsque nous regardons au niveau du leadership, l'une des raisons pour lesquelles les autochtones ne sont pas assez représentés au niveau des organismes, j'en ai déjà parlé, mais ce que nous avons fait avec le Conseil canadien, en fait, des populations autochtones et le style d'interaction, de communication qui était exploité par rapport au fait que c'était des territoires en fait colonisés, c'est-à-dire les façons plutôt autochtones d'enseigner, d'apprendre. Il faut réfléchir par rapport à lorsque nous regardons les formations et l'apprentissage. Oui, on peut les transférer, mais il faudrait parler avant de se faire éjecter de la scène. Nous parlons beaucoup des compétences, on peut les mesurer. Capital humain, un collègue ingénieur dit que l'accomplissement, c'est un talent finalement, plus opportunité, plus ressources. Donc, il faut souligner que nous ne devons pas ignorer le capital social. Ma princesse, elle avait 89% au niveau de la moyenne. 2 parents avec des diplômes, tout l'argent nécessaire. Mais j'ai vu un enfant qui avait 84%. Mère seule, itinéraire en fait, 3 bus pour venir à l'école, pas de post-secondaire. Et elle a réussi. Si vous voulez évaluer, comparer ces 2 enfants, qui a le plus de talent? J'adore ma fille, mais nous ne tenons pas compte comment le capital social rend les capacités obscures. Donc, au niveau de l'agenda des compétences, il faut l'amener au premier plan parce qu'il y a des tas d'autres choses. En fait, il faut engager les gens au niveau du programme et amener la résilience, qu'ils se voient comme des personnes qui peuvent avoir tel et tel rôle. Et voilà. Merci. Je crois qu'il y avait de la musique d'Oscar. Donc, c'est la fin de la séance.
nous pourrions continuer, mais merci à tous de nous avoir fait comprendre comme c'est critique au niveau des compétences et des capacités et quel challenge finalement pour trouver des moyens de transférer ces compétences au niveau du système d'emploi et au niveau du système d'éducation. Donc, il y a des challenges qui nous attendent et j'espère que vous avez donné ou partagé des insights avec les personnes qui nous écoutent. Et merci à vous tous d'avoir partagé ceci.